Un pays qui avance, c'est un pays qui ose se réinventer. Et au Burkina Faso, une nouvelle carte vient de naître. Plus de régions, de nouvelles provinces et des noms enracinés dans nos langues nationales. Mais au-delà des tracés, ce sont les vies qu'il faut regarder. Que signifie vraiment ce changement et quels sont les impacts pour la vie des Burkinabés? Bonsoir, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous parlons du nouveau découpage territorial. Notre invité du jour nous aidera à explorer cette réforme, ses opportunités, ses défis et les clés pour qu'elle soit un véritable moteur de développement, de paix et de cohésion sociale. Nous recevons pour vous Monsieur Lucien Zier. Il est chargé de presse de la Coordination nationale des associations de la veille citoyenne. Bonsoir, Monsieur Zier. Bonsoir, madame. Et vraiment un plaisir d'être invité à cette émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est ma toute première fois, donc c'est un grand honneur pour moi. D'accord, en tout cas, bienvenue à Fadima Web TV. Merci. D'accord, Monsieur Zier, quel est votre premier regard par rapport à ce nouveau découpage, ce passage de 13 à 17 régions et de 45 à 47 provinces? Merci bien pour cette question. Avant de répondre à la question, je voudrais ici, en tout cas, remercier et féliciter les plus hautes autorités qui aujourd'hui ont favorisé cette nouvelle carte du Burkina Faso qui vient pour faciliter la mise en œuvre d'une vision globale et stratégique de défense nationale et également une vision qui permettra de faciliter donc le développement de nos territoires. Et il faut dire que quand nos régions étaient au nombre de 13, c'est une volonté qui a été exprimée dans les années 2000, je pense que c'est 2001 ou 2000 combien là. Voilà, et 45 provinces c'était à la même date. Mais aujourd'hui, nous vivons une situation d'insécurité où nos territoires sont menacés de toutes parts. Les ennemis eux-mêmes, en décidant aujourd'hui d'attaquer le Burkina Faso, ils agissent sur la base encore de la cartographie. Quand vous regardez, ils attaquent au Sahel, ils attaquent dans la boucle du Moun, ils attaquent à l'Est, ils attaquent un peu partout. Donc, il y a la question de la cartographie, de la géographie qu'ils ont pris comme une donne pour agir et fragiliser, démultiplier les efforts de nos gouvernants. Et c'est pourquoi aujourd'hui le capitaine Ibrahim Traoré a dit, face à cette menace, c'est vrai que les opérations de reconquête produisent des résultats palpables, mais pour être rigoureux et également permettre à ce qu'on puisse de façon durable inscrire l'intégrité et la sauvegarde nationale dans une logique de défense stratégique, il faut donc revoir les différentes régions. Les régions qui sont assez grandes, il faut essayer de les décomposer afin justement que l'administration de ces régions soit facile. Et aujourd'hui, vous voyez beaucoup de monde qu'on essaie de scinder en deux pour permettre donc d'assurer une meilleure gestion de ces régions. À l'est, vous voyez, c'est un vaste territoire. Les ressorts territoriaux de la région de l'Est, vous voyez, c'est tellement grand que l'emprise terroriste a été tellement avancée et qu'aujourd'hui, on est obligé de redécouper le territoire afin justement de faciliter l'implantation des différentes structures administratives et également permettre à ce que les unités et les opérations puissent être bien coordonnées. Voilà, sur ces territoires. C'est une initiative à saluer à sa juste valeur. Et également, les deux provinces qui s'ajoutent, ça répond à la même logique pour permettre donc une administration qui puisse vraiment maîtriser les espaces territoriaux et également promouvoir le développement local. D'accord. Et cette réforme inclut la création de nouvelles régions, bien sûr, et de nouvelles dénominations. Mais quel peut être l'impact sur la vie du peuple burkinabé? D'abord, vous voyez, lorsque on arrive à prendre des décisions qui vous réconcilient avec votre culture, votre territoire, c'est la chose qui peut vous ramener la fierté que vous aviez vis-à-vis de toutes les valeurs culturelles que vous aviez. Aujourd'hui, moi, m'appeler habitant du Nord, ça veut dire quoi? Lorsque moi, on m'appelle habitant du Nord ou habitant de la boucle du Moun, bon, je ne sais pas, ou du centre-sud, du centre-ouest, ça a quel sens? Ça me ramène à quoi? Ça me fixe à quoi?
C'est sur quelle base on veut que je construise mon identité culturelle. Mais aujourd'hui, m'appeler habitant de, je sais pas, de Nando ou encore de Sourou. Sourou aujourd'hui qui est reconnu. Aujourd'hui, quand vous voyez nos parents, ils savent ce que c'est Sourou. Aujourd'hui, quand nos grands-parents avaient des choses à faire, que ce soit les questions de rites, voilà, dans la culture, ils se réfèrent peut-être à des cours d'eau, à des collines, pour pouvoir opérer. Mais quand les petits-enfants arrivent, nous qui sommes les petits-enfants, on savait très bien que par là, qui réglait des problèmes. Mais lorsque aujourd'hui on appelle notre village ou notre région, notre région tire ses caractéristiques de ces zones-là, qui sont aussi d'une grande importance du point de vue culturel, mais ça nous permet d'être fiers. Donc, le gouvernement, en prenant cette décision, c'est pour restaurer la fierté, pour rétablir l'honneur et la culture, et renforcer ce sentiment d'appartenance donc à des ressorts culturels qui aujourd'hui sont nécessaires pour vraiment la lutte que nos autorités ont engagée. D'accord, mais est-ce qu'il y a des limites face à cette réforme? Est-ce que vous voyez des limites? Non, pas de limites, parce que ce sont des noms qu'on donne. Vous voyez, les noms ésotériques, lorsqu'on les donne, c'est comme j'ai dit, c'est pour rendre ces peuples-là, celui qui porte ce nom, ou les territoires qui portent ce nom, pour permettre à ce que les populations soient fières, voilà, se reconnaissent dans ce qui a été donné. Par exemple, donc, la région de Bankui, Kwitse. Mais tous ces noms qui ont été donnés, ça tient à quelque chose et qui relève du ressort territorial. Quand vous prenez, je crois bien qu'il y a la région des Cascades, l'ex-région des Cascades. Aujourd'hui, on dit Tounia, un truc comme ça. Et c'est vrai que c'est un nom angouin que j'ai du mal à prononcer. Mais ils reconnaissent, ils disent ça veut dire les cascades, tout ce qui est pic et autres. Mais tout cela, ça fait partie de la géographie. Et au-delà de cette question de géographie, il y a l'histoire qui est rattachée. Il y a la culture, il y a les traditions qui sont opérées. Donc, il n'y a pas de limite. Lorsque moi, aujourd'hui, dans mon village, on prend le nom des zones sacrées ou de la cour d'eau qui nous apporte ce qui est le breuvage. Bon, moi, je pense que c'est un sentiment de fierté que j'ai. Il n'y a pas de limite. Voilà, c'est un nom. Lorsque vous donnez un nom à votre enfant aujourd'hui, l'enfant ne peut qu'être fier. De toute manière, nous autres qui n'avons pas eu la chance, en tout cas, de porter le nom, en tout cas, de notre culture, un truc comme ça, les noms ésotériques, dans nos actes de naissance, bon, nous ne sommes pas trop fiers parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on a les noms des autres civilisations. On aurait vraiment aimé avoir des noms, voilà, qui viennent de nos langues. Voilà. Mais il faut que ces noms soient dans nos actes de naissance. Voilà. C'est vraiment une fierté. Donc, en gros, ça renforce le sentiment d'appartenance des populations. Tout à fait. D'accord, mais le découpage territorial a souvent pour but d'améliorer la gouvernance locale. Mais selon vous, est-ce que ces changements permettront réellement une meilleure décentralisation? Ah oui. Vous savez que la déconcentration part avec la décentralisation. Lorsque vous avez les circonscriptions administratives qui sont administrées par les représentants des plus hautes autorités, vous savez, le gouverneur pour la région représente le chef de l'État. Donc, lorsque vous arrivez à répartir les territoires nationaux dans des proportions, voilà, qui permettent une meilleure surveillance, une meilleure coordination de l'action gouvernementale dans ces territoires-là, ça permet à ce que, non seulement que le gouverneur ou les autorités locales puissent mieux se concentrer sur les actions qui relèvent de leurs prérogatives. Et au-delà de cela, les collectivités qui y sont, parce que quand on parle des collectivités territoriales, il faut savoir qu'il y a la collectivité région, à travers le conseil régional, et il y a la collectivité commune, il y a les communes rurales et les communes urbaines. Donc, lorsque on vous permet d'avoir moins d'espace à gérer, vous allez pouvoir mobiliser les populations pour mettre en œuvre des initiatives populaires, pour aussi coordonner avec les autres autorités. Mais aujourd'hui, quand vous prenez la région de beaucoup de monde, on a 6 provinces. Est-ce qu'il serait facile pour un gouverneur qui est à Didougou
de pouvoir sillonner, circuler dans toutes les provinces pour coordonner, tenir des rencontres, seulement que de donner des orientations. Je ne parle pas de la question de la décentralisation à ce niveau d'abord. La question de la circonscription administrative, ce qui relève de l'État central. Donc, vous voyez que c'est tout un défi même à relever. Mais si on arrive à circonscrire les limites territoriales, afin justement de donner des pouvoirs à des gouverneurs, à des hauts commissaires, à des préfets, d'administrer et de mettre en œuvre les politiques publiques, je pense que c'est ce qui va permettre de créer le développement et également qui va engendrer une meilleure coordination de l'action de l'État central avec les gouverneurs au niveau local. Donc, je pense que c'est même le processus, le meilleur processus même de la décentralisation qui est en cours. On espère bien que les choses vont aboutir. D'accord, vous avez parlé tantôt de défis à relever. Et dans la mise en œuvre de cette réforme-là, quels sont les défis que vous voyez? Oui, les défis, il faut savoir que... surtout concernant les administrations locales. Oui, il faut savoir que dans le processus de la décentralisation, il y a quand même des insuffisances qu'on a connues par le passé. Je pense que dans cette dynamique qui est enclenchée avec ce nouveau redécoupage territorial, cela va permettre à l'autorité de pouvoir vraiment répondre à ces défis qui existaient déjà. Les défis qui existaient, c'est qu'à un moment donné, j'allais dire, les collectivités se retrouvaient avec peu de ressources, peu d'actions à mener. Et il se peut souvent aussi qu'il est arrivé souvent que les collectivités, ils ont des domaines où ils doivent agir. Mais malheureusement, l'État central se retrouve à agir dans ces domaines. Donc, il se trouve aussi les ressources qui sont à la disposition. Vous savez que c'est l'État qui collecte les ressources. C'est vrai que les collectivités aussi ont des ressources. Voilà. Mais les ressources qui sont collectées au niveau des collectivités territoriales ne permettent pas de réaliser de grandes œuvres. Mais toujours, l'État central passe par ces collectivités pour réaliser. Donc, si on arrive à trouver une meilleure option politique pour permettre à ces collectivités de jouir de leur autonomie, je pense qu'il y a des actions puisque quand on parle de gouvernance locale, c'est une initiative où ce sont des volontés exprimées par les populations concernées par le territoire, voilà, de la commune ou, je sais pas, de la région, voilà, qui vont exprimer et ce qui permettra à ces collectivités-là de réaliser l'aspiration de ces populations. Au lieu que ce soit quelque chose qui soit réfléchi au niveau de l'État central, ça peut ne pas répondre à l'aspiration ou à des préoccupations des populations locales. Voilà. Et c'est ce qui, je pense que le chef de l'État, un jour, dans ses interventions, il a eu à dire qu'il y a eu aussi cette disproportion et discrimination dans la mise en œuvre des différentes politiques. Il y a des régions qui se sont retrouvées ou des communes qui se sont retrouvées avec moins d'investissement. Et ce qui a créé les frustrations de part et d'autre. Voilà. Donc, quand vous voyez toutes ces questions, je pense qu'il a aussi dans son intervention, je pense que c'était à Manga, il a dit qu'il a donné instruction à ce que le fonds minier, le pourcentage qu'on verse aux différentes collectivités, que cela soit reversé, qu'ils stoppent d'abord cette opération, afin justement qu'on puisse voir comment on peut répartir pour équilibrer le développement. Parce que nous sommes burkinabés avant tout. Donc, le défi, ce sera à ce niveau, une meilleure répartition des ressources, un meilleur engagement de l'État pour soutenir donc les collectivités territoriales. Mais le fait aussi de scinder certaines régions, forcément, il faudra mettre en place de nouvelles infrastructures logistiques et tout. Oui. Est-ce que ce ne sont pas des défis aussi à relever? Oui, ce sont des défis et ça va venir même pour la construction de notre pays. Parce que quand vous regardez tout ce qui est initiative, tout concours à construire le pays, aujourd'hui, lorsqu'on dit que Sourou, c'est une nouvelle région, Tougan, chef-lieu de région, il y a des infrastructures qu'on n'avait pas là-bas. Mais avec le fait qu'aujourd'hui, Tougan a été désigné comme chef-lieu de région, il y a des infrastructures qui doivent répondre aux normes. Voilà, dans les autres régions, on va partir à Manga, il y a des infrastructures qui sont réalisées. Donc, Tougan, ils vont avoir aussi ces infrastructures-là. Non seulement, ça va permettre aux populations de ne pas trop se déplacer pour seulement des papiers qu'on pouvait établir sur place. Voilà, pourquoi avoir des vastes régions qui vont entraîner les déplacements dans un contexte où il y a l'insécurité qui est là. Voilà, alors qu'on a toutes les capacités matérielles, financières et même
imaginaires pour pouvoir réfléchir à des options plus propres, plus adaptées, mais qui permettent donc de faciliter la mise en œuvre des services publics. Ça peut également jouer sur le coût de vie des populations. Tout à fait. Parce que effectivement, pour ces papiers, c'était de l'essence qu'il fallait mettre de longues distances à parcourir. Tout à fait. Oui. C'est un peu ça. Donc, vous allez voir que les nouvelles régions auront les schémas directeurs régionaux. Ils auront donc les plans communaux de développement qui vont répondre à l'aspiration de ces populations, et la coordination de l'action gouvernementale au niveau donc de ces régions sera plus efficace. Les collectivités territoriales qui sont dans les ressorts, dans leurs différents ressorts, et aussi ils vont connaître une nouvelle dynamique en termes de fonctionnement. Parce qu'ils vont se retrouver dans un territoire où le gouverneur ou le président du conseil régional, voilà, en matière donc les questions de décentralisation, va pouvoir donc avoir un peu de territoire qu'il pourra facilement maîtriser. Lorsque le territoire est vaste, que vous n'avez pas suffisamment de moyens, ce serait difficile. D'abord, il faut mettre les moyens humains en avant. Voilà. Et actuellement, le Burkina Faso se donne le défi de lutter contre le terrorisme, contre l'insécurité. Est-ce que ce nouveau découpage peut contribuer à une bonne gestion sécuritaire selon vous? Bon, c'est ce que le chef de l'État a dit. Bon, je ne suis pas du métier des armes, mais je crois bien que dans chaque région, il y a un commandement. Voilà, il y a un commandement de l'armée. Et lorsqu'on arrive à répartir, à redécouper les territoires de telle sorte que on arrive à mettre les commandements un peu partout, 4 nouvelles régions qui s'ajoutent aux 13 autres, je pense que ça permet de renforcer le commandement militaire et la présence des forces armées nationales sur ces territoires. Voilà, puisqu'il y a une sorte de maillage qui existe au niveau de l'armée, au niveau aussi de la sécurité. Et ça, c'est le volet sécurité et défense. Maintenant, vous allez remarquer que également, les 2 régions au niveau de l'Est qui sont ajoutées, ce sont les régions frontalières. Il y a une région qui fait frontière avec le Bénin, l'autre région fait frontière avec le Niger. Vous savez que la présence de l'État dans les zones frontalières est vraiment n'est pas visible. L'État n'est pas assez présent dans les zones frontalières. En redécoupant les régions, ça va permettre donc d'engager de nouvelles réformes au niveau de ces régions, de ces frontières-là, afin justement de créer des mécanismes qui puissent vraiment indiquer la mobilité donc de ces ennemis, les criminels qui sont au Sahel. Donc, pour moi, je pense que non seulement ça va apporter la réponse à la question de l'insécurité, mais également ça va permettre d'engager un développement durable, inclusif et équitable. D'accord. Et sur le volet économique? Le volet économique, c'est ça. Lorsque vous avez comment dirais-je, les circonscriptions arrivent à avoir leurs propres documents, les politiques publiques. Par exemple, au niveau des collectivités, vous avez le plan communal de développement. Au niveau de la région, la collectivité région a un plan également régional de développement. Ces plans vont tenir compte des réalités. Et également, lorsque le maire ou, je ne sais pas comment dire, une région se retrouve avec 3 provinces, ou qu'une province se retrouve avec moins de régions, le premier responsable de l'autorité administrative va permettre d'engager des discussions, des échanges, afin justement de mobiliser la population. Parce que la question du développement, il faut voir ici comment est-ce qu'on arrive à produire. Et quand on parle de production, c'est la mobilisation des populations. Vous avez vu un peu l'initiative agro-silvopastorale. C'est vrai que c'est en faveur de notre peuple. Mais qui doit mettre en œuvre cette initiative? Ce sont les peuples. Nos peuples, il faut les mobiliser afin justement qu'ils puissent vraiment mettre en œuvre cette initiative. Et c'est pourquoi d'ailleurs, ce redécoupage va permettre une meilleure mobilisation de la masse afin justement de mettre en œuvre des actions pour répondre et réaliser les initiatives présidentielles. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a suffisamment associé les populations et les acteurs locaux? Avant même, oui, avant même que cet acte réglementaire n'arrive pour le redécoupage territorial, vous voyez un peu partout, les gens appelaient vraiment à revoir comment on peut redessiner notre carte. Parce qu'on a redessiné dans les années 2000. Qui l'a fait? Ceux qui l'ont fait, vous voyez comment on les a chassés. Est-ce qu'ils l'ont fait dans une logique
d'inscrire notre pays dans le développement durable, équitable, inclusif, ou bien ils l'ont fait pour répondre à des intérêts particuliers et personnels. Et si ce sont des intérêts politiques qui les ont poussés à le faire, et pourquoi dans cette logique où la masse, nous avons un régime qui est porté par les dirigeants et les populations, pourquoi on n'est pas arrivé à répondre à l'appel incessant des populations? Les populations appelaient de toutes parts. Nous voulons que notre région, il faut vraiment plus d'action, il faut vraiment ça. Les gens appelaient, il faut changer le nom. Voilà, moi, m'appeler habitant de l'Est, ça veut dire quoi? Bon, qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Doit répondre, puisque le gouvernement ne fait que réaliser la volonté de ces populations. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ils ont décidé donc de prendre ce décret afin justement de réaliser la volonté. Donc, je crois bien que la question de consultation ne se pose plus. Voilà. Donc, ils pensent que le gouvernement a dû écouter les populations. Et a fait. Quand ils ont fini de prendre l'acte, quand les noms sont sortis, le redécoupage est sorti, vous avez vu comment les gens sont très contents. Voilà. Quand vous prenez les avis au nord, vous prenez les avis à Ouaïbi, à Banfora, les gens sont très contents. Voilà. D'accord, mais au regard de tous les efforts déjà fournis par l'État, est-ce que vous pensez que le budget va supporter cette nouvelle charge? Oui, ça veut dire que notre gouvernement est dans une logique d'une meilleure répartition des ressources. Vous avez vu, malgré qu'on dit que nous sommes dans une situation d'insécurité où la question de la défense engloutit suffisamment de ressources, c'est vrai, c'est une réalité, mais le gouvernement arrive à réaliser des grands investissements. Vous avez vu les achats face au Mebo et tout ça. Tout cela découle d'une meilleure gestion de nos ressources financières. Donc, peu importe qu'on redécoupe notre territoire en 20 régions ou 40 ou 60 provinces, il suffit seulement d'avoir la volonté et savoir où nous partons avec ça. Ça répond à quelles préoccupations. Une fois que ces préoccupations sont bien identifiées, les questions des défis et matériels et financiers, ça ne pose pas de souci parce qu'on a réglé ce problème au niveau humain. Parce que moi je dis, il faut mettre toujours en avant la question de la ressource humaine. Voilà. Si les gens ont pu réfléchir, qu'il y a une vision qui est tracée, je ne pense pas qu'on va souffrir avec ça. D'accord. Bon, nous sommes presque au thème des 26 minutes malheureusement. Et la dernière question, quelle proposition est-ce que vous avez à l'endroit du peuple burkinabé pour que ce changement territorial serve vraiment au développement, à la paix et à la cohésion sociale? Non, simplement dire au peuple burkinabé, tous ceux qui sont nos aînés, nos sœurs, nos frères, et de saisir l'opportunité que le gouvernement nous a donnée d'avoir donc des régions qui sont rebaptisées en des noms de notre ressort, en des noms auxquels nous nous reconnaissons. Voilà, c'est l'opportunité que les populations locales saisissent pour véritablement échanger, faciliter la mise en œuvre des actions qui seront portées ou confiées par ces autorités qui seront désignées pour chapeauter les différentes collectivités et même les régions. Donc, ça aux populations de se lever pour travailler avec ces autorités. Parce que aujourd'hui au Burkina Faso, il n'y a pas le gouvernement d'un côté et le peuple de l'autre côté. Nous avions la révolution progressive populaire. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle est co-portée par les gouvernants et le peuple. Donc, au niveau donc, local, que cette dynamique soit une réalité. Que les populations ne regardent pas les dirigeants locaux comme étant des gens qui s'éloignent de leurs aspirations, qu'ils doivent les considérer comme ceux qui sont venus pour les aider à réaliser leur volonté. Donc, de ce point de vue, il nous revient de nous engager partout, que ce soit au niveau village, au niveau province, au niveau départemental. Tous doivent se mobiliser derrière donc ces autorités. D'accord, merci beaucoup Monsieur Zié pour tous ces éléments de réponse. C'est moi qui vous remercie. 26 minutes, ça a été vraiment peu pour décortiquer ce sujet. C'est ça. Mais on espère vous recevoir encore une nouvelle fois. Ça sera un plaisir. Pour en discuter. Merci vraiment. Merci.
Chers téléspectateurs, ce nouveau découpage territorial ouvre une porte vers un Burkina Faso plus proche de ses racines, plus à l'écoute de ses voix. Un chemin parsemé d'espoir qui invite chacun à tendre la main, à bâtir ensemble la paix et la prospérité. Mais pour que ce rêve prenne vie, il faudra la force de nos engagements, la lumière du dialogue et la chaleur de notre unité. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et à très bientôt sur Question d'existence. Bye bye.